Tac, on regarde un petit peu si on est en live, si ça fonctionne. Est-ce que sur YouTube on est en live? On regarde. Ouais, je vois un petit live rouge en haut à gauche là, avec un petit compte qui défile. Hmm, c'est bizarre que sur YouTube ça paraît pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis 20 heures avant. Je check ça pour voir. Ah non, c'est bon, c'est bon sur YouTube, c'est bon, c'est bon. Sur Facebook, qu'est-ce que ça donne? Il y Et a- les questions, ils vont arriver où? Je vais les voir à droite, moi, ici, là? Ouais, est-ce que Dans tu vois le ton, chat? Est-ce que tu as un chat à ta droite là? Ouais, je marquais private chat, ouais. Ouais, normalement sur ce chat, tu devrais voir toutes les questions qui arrivent et en plus, ça va te préciser si ça vient de Facebook, si ça vient de YouTube, tu vois. Donc, c'est centralisé, c'est Ouais, super intéressant ce tools. Donc, je te private propose qu'on chat commence. et live comment. Pardon? Ouais, vas-y, on voit. Yes. Sinon, je Donc, vois private chat à droite et live comment. Vas-y, on voit. On est prêt. c'est good. On a 5 personnes qui viennent de rejoindre le live. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Live Confinement. Aujourd'hui, je suis avec mon compère Marc Agoni, mon compère chez 10 000 codeurs, car il fait partie du board. Bienvenue Marc. Merci beaucoup, Guy. Marc Ça va bien? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Et toi, comment est-ce que ça se passe bien avec le live, avec le confinement? Oui, fantastique. Moi, de toute façon, je suis confiné devant mon ordinateur. Après le reste, la Terre continue à tourner. Tant que j'ai de l'Internet, moi, je suis pas confiné, on va dire, quoi. Est-ce que justement, qu'est-ce que ça change en fait ce confinement-là sur ta vie d'avant? Est-ce que tu étais toujours le mec geek devant son ordi ou qu'est-ce que ça change? Ça change, c'est que c'est explosif. Pour tous ceux qui travaillent dans le digital, j'ai envie de dire, tous ceux qui bossent dans le digital, tout le monde a remarqué que ça avait été explosif. On va dire, avant, je faisais 3-4 conférences par mois, et là, j'en fais 3-4 par jour, quoi. Voilà. Wow, c'est ouf ça. Dans le chat, il y Du a des fait. personnes qui disent que je ne vous écoute pas. C'est bizarre. Il faut que je check Ah. un petit peu. Normalement, chez moi, le son, il est plutôt good. Check un petit peu ça vite fait. Parce que chez moi, le son, moi, je t'entends. Donc, 4 conférences ouais, par mois, et c'est là, bon. j'en fais 3-4 par jour, quoi. Voilà. Le son, il est Petit plutôt bon. décalage. Ça doit être la personne qui doit avoir un problème technique. Voilà, la Ah, personne elle écrit, c'est bon. Là, c'est good. Elle écrit, c'est bon. OK. ah oui, j'ai vu. Parfait. OK. Donc, Marc, justement, pour te présenter, tu es le CEO de Token Asset. Token Asset, tu vas nous dire dans le détail ce que c'est. C'est quoi Token Asset? C'est une startup qui travaille dans la technologie blockchain. Voilà, j'essaye de faire des formations, surtout au niveau des entreprises. C'est comment utiliser la blockchain et l'intégrer, l'implémenter dans les entreprises. Donc, ça va dans tous les secteurs. Donc, je fais autant de l'immobilier que je fais du sport, qu'on fait de la santé, qu'on fait de l'art également. Voilà, on essaie d'expliquer surtout à travers des conférences. J'ai fait pas mal de conférences ici en 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai porté ce projet ici à La Réunion. J'ai fait quasiment une vingtaine de meet-up, ce qu'on appelle des meet-up, des petites conférences, jusqu'à des grandes conférences devant 150 personnes dessus. Pas mal d'entreprises, donc B2B, comme on dit, pour Mhm. pouvoir essayer de leur faire comprendre, en tout cas, les grands avantages de la blockchain. Excellent. Marc, moi, je suis super content de t'avoir ce soir parce que tu vas un petit Pareil. peu éclairer ma lanterne. Pas que moi, les auditeurs aussi des débrouillards sur cette nouvelle technologie qu'est la blockchain. Et aussi, au-delà de parler de la technologie, tu vas nous parler des applications en fait que cette technologie permet de, 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 de faire. En l'occurrence, les smart contracts, ça, c'est une application qui est arrivée justement après les premières crypto-monnaies, la première qui est le Bitcoin. Aussi, on va parler d'immobilier tokenisé. C'est quelque chose que les gens ne sont pas habitués à entendre. Pourtant, c'est le turfu, comme tu me dis souvent, off. Exactement. Ouais, ouais, c'est une nouvelle façon d'aborder, en tout cas, grâce à la technologie, de pouvoir digitaliser les secteurs.
Voilà, imaginons qu'on est en 90-95 et on vient de présenter, d'un côté, tu as l'habitude depuis des années d'envoyer des cartes postales. Qui envoie des cartes postales des vacances maintenant à notre époque? Il n'y a aucun jeune qui envoie des cartes postales. Ils savent pas c'est quoi les cartes postales. C'est à peu près la même chose. À l'époque, on avait une enveloppe, on avait des timbres, un papier, un stylo, on écrivait comme ça. Maintenant, on envoie des mails. Voilà. Mhm. Donc, on a à peu près la même, ce qu'on appelle la disruption, c'est qu'on vient casser des nouveaux codes grâce à l'informatique et grâce au logiciel et grâce au code également, quoi. Donc, tous les secteurs sont touchés. Le smart contract, c'est pareil, c'est une nouvelle façon d'interagir, en tout cas, entre une personne à droite et une personne à gauche, on va dire simplement, ou une entreprise dessus, et pouvoir automatiser, en tout cas, des procédés qui sont habituellement faits par des humains, qui sont rébarbatifs, qui sont chiants, qui sont administratifs et qui sont assez lourds. Là, grâce à ces nouveaux procédés, déjà, on fait des économies de coûts, parce que les procédés sont automatiques, donc on gagne du temps. On peut les faire H24 toute la semaine. Ils sont sécurisés. Surtout, ça c'est un des grands enjeux de ces fameux contrats intelligents qui sont auto-exécutables. Ils vont s'exécuter tout seuls. C'est du logiciel informatique et mathématique. Et voilà, ça évite de faire des choses assez chiantes et rébarbatives. Yes. Peut-être avant d'entrer en profondeur, parce que tu vas nous raconter plein de choses sur ces sujets-là via ton entreprise Token Asset, mais je pense que ce serait intéressant peut-être de parler de toi, de comprendre un petit peu de toi. Comment est-ce que tu tombes dans ça? Je sais qu'il y a une histoire un petit peu particulière avec le Bitcoin, mais avant, toi, tu es originaire de La Réunion. Je sais que ça fait au moins 20 ans que tu y vis. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Tu es originaire de là-bas? Pas du tout. Non, non, moi j'ai grandi à Paris, à Fontainebleau, en région parisienne, Seine-et-Marne, jusqu'à 20 ans. 20 ans, j'ai pris un premier billet d'avion simple et j'ai commencé à voyager. Donc j'ai fait quand même pas mal de voyages dans pas mal de pays, ce qui m'a amené déjà à améliorer déjà mon anglais. C'est une matière que j'aimais bien, c'était peut-être la seule matière que j'aimais bien déjà quand j'étais gamin. Et puis moi, je suis assez autodidacte en fait. J'ai eu plusieurs vies dans ma vie, donc j'ai fait des métiers qui n'étaient pas du tout prévus pour moi. C'est ce qui me fait par passion, parce que j'ai toujours travaillé par passion. Donc, mon ancien métier, j'étais sommelier, tu vois. Donc, moi, à 25 ans, je buvais pas de vin, mais sommelier, je suis un expert en vin, celui qui est l'expert en vin, qui travaille dans les restaurants, dans les caves. Ça, c'est mon vrai métier d'origine, mais à 25 ans, je buvais pas de vin, c'est pour te dire. Et en 10 ans, j'ai travaillé dans des restaurants Michelin, j'étais étoilé, et voilà, je suis autodidacte par passion. Et la technologie blockchain, c'est pareil, quoi. Je suis pas du tout ni informaticien, même pas geek à l'origine dessus, mais voilà, parce que j'ai aimé la technologie, j'ai trouvé que l'histoire était très intéressante en tout cas. Je me suis mis à fond dedans, et j'ai envie de te dire, quelques années plus tard, j'arrive maintenant moi-même à faire mes conférences, à parler de nouveaux secteurs, à pouvoir travailler dans des pays étrangers, parler anglais tout le temps, et très pointu et très technique. Donc c'est vraiment pas c'est pas un secteur, en tout cas c'est pas une industrie qui est interdite à tout le monde. Il suffit vraiment d'être passionné et de vouloir vraiment apprendre, et après tu peux y aller, quoi. J'en suis la preuve, on va dire, quoi. Yes. J'ai pas du tout un background informatique high level, en tout cas à l'origine. Moi, tu sais que je cherche actuellement un expert dans le vin pour l'autre podcast là, mon patrimoine, parce que dans mes dernières lectures là, j'ai vu que c'est un putain de secteur de refuge où il y a plein de grosses fortunes qui utilisent ce segment là pour faire fructifier le patrimoine justement. Et Ouais, alors, peut-être ça fera l'objet d'un autre épisode sur l'autre podcast. Et tu as fait il y a d'autres choses comment? combien de temps est-ce que tu as fait ce métier-là? Est-ce que tu t'es Ouais, formé? Tu t'es formé dans le tas ou il y a une école que tu as fait pour ça? Je sais qu'il y a des universités ou des écoles de formation pour ce métier. ouais, non, non. Je viens du terrain, moi. Du terrain. Je viens du terrain. Moi, je suis parti arpenter des kilomètres pour aller voir les vignerons. Je suis parti apprendre, et je suis un boulimique d'apprentissage, donc j'apprends bien et très vite, en tout cas, par des choses qui me passionnent, je répète toujours dessus. Donc après, quand tu es par passion, tu comptes plus le temps, quoi. Mais pour le vin, par exemple, dans mon univers de blockchain, il y a deux choses très intéressantes qui sont en train de se faire, et j'ai voulu faire ça dessus. C'est la traçabilité des grands crus. Par exemple, tu vois, quand tu as des grands crus, il y a des arnaques il y a quelques années où les mecs ils vendaient des mauvais vins avec pas la bonne étiquette et ils vendaient ça au prix des grands vins, etc. Donc maintenant, avoir une traçabilité de ton vin que tu achètes, donc comme tu dis, ça pèse vraiment des millions, des milliards, cette industrie-là. Donc de pouvoir faire la traçabilité des vins, des grands crus. D'enlever le papier, de changer. On peut faire la traçabilité, mais ça n'empêche quand même que des personnes peuvent juste changer le papier dessus, non?
Ouais, c'est plutôt l'intérieur qu'on change. C'est pas l'étiquette, c'est ce que tu vas vendre. Donc l'étiquette, quand c'est marqué Château Pétrus 1970, par exemple, t'as envie de l'acheter, mais tu sais pas, t'es pas sûr qu'il y a du Pétrus 70 dedans, par exemple. Mhm. Petit exemple. Et deuxième chose qui est dans le vin, c'est tokeniser le vin. Justement, une entreprise, un domaine de vin, par exemple, c'est ce qui se fait un petit peu en Bordeaux, dans le Bordelais et en Bourgogne. Dessus, ils ont un stock de vin. Et maintenant, tu peux acheter donc ce fameux token dessus, donc ce paiement digital qui est backé, donc qui a l'équivalence, en tout cas, en nombre de bouteilles ou au nombre de domaines. Donc, c'est deux choses très intéressantes que la blockchain permet d'apporter. Un, on arrive à avoir une traçabilité, une origine, en tout cas, avec un procédé du domaine qui a été envoyé dans tel pays, et on sait très bien que le vin est suivi. Deuxièmement, tu peux investir, en tout cas, dans des domaines dessus, en ayant, grosso modo, tu as 1000 bouteilles et tu peux avoir, allez, imagine que tu as 1000 jetons, 1000 tokens, grosso modo, et que d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu vas pouvoir revendre. Donc, c'est un investissement comme dans la pierre, mais dans le vin qui est en train de se faire, justement. Pareil, c'est encore un petit peu récent, quoi. Yes, bam, on est entré directement dans la technique token. Allez hop, Ok, restez ben, avec nous, partez pas. bon. On va commencer par le plus simple. Ton premier contact avec cette technologie-là, c'était via la crypto-monnaie la plus légendaire, le Bitcoin. C'est ça? Ouais, en 2012, tout à fait. Quand j'ai connu une personne, un hasard, j'ai envie de dire presque dessus. C'est une histoire un peu particulière, mais c'était un hasard, Mhm. un soir ici à La Réunion où j'ai entendu la première fois le mot Bitcoin dessus. Il m'a expliqué ce que c'était, une nouvelle monnaie, que c'est sur Internet, on pouvait payer des choses avec. Les banques ne sont pas au courant. Enfin, il y avait un petit côté un petit peu libertarien au départ. Tout se rentrait un petit peu là-dedans. Donc moi, c'est le côté un petit peu justement pionnier qui m'intéresse, comme on a déjà un petit peu discuté tout à l'heure, d'être toujours les premiers dessus à comprendre des nouvelles technologies, des nouveaux courants, en tout cas de possibilités. Donc, c'est ce qui m'a vraiment intéressé. J'ai commencé à faire mes recherches. Donc, c'était en 2012. Il coûtait 15 dollars le Bitcoin. Donc, j'en ai pas acheté à 15 dollars. Vous inquiétez pas. J'ai pas de Bitcoin à 15 dollars. Ça, c'est sûr. T'es millionnaire, Malheureusement. t'es multimillionnaire, là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, malheureusement. Mais un jour peut-être, quelques années. Mais voilà, donc c'était le premier pas dans le monde du Bitcoin dessus. Après, 2 ans après, les 2 ans qu'on suivi, je me suis un petit peu renseigné, j'en ai parlé autour de moi, personne ne connaissait, j'étais vraiment le seul qui parlait de ça, encore plus compliqué que maintenant. Voilà, puis j'ai commencé à investir tout seul par moi-même. Là, j'ai tout perdu. Là, je me suis fait arnaquer, j'ai perdu mes machins, je savais pas comment on sécurisait, je savais pas où on Et envoyait, je savais comment pas est-ce que tu comment as on pouvait. perdu? Comment est-ce que tu perds un truc qui est supposé être. Il y a un mot de passe, il y a un nom d'utilisateur. Comment Ouais, ça se fait faire, bah, ouais, mais d'adresse Bitcoin. Tu sais pas trop si c'est ton adresse Bitcoin. Et moi, j'ai confondu mon adresse Bitcoin, en fait, et ma clé privée, ça veut dire mon mot de passe, quoi. Et on m'a dit, envoie-moi ton wallet, ton portefeuille. Et puis moi, j'ai donné mon mot de passe et hop, il est reparti avec mes 3 Bitcoins. Merci, au revoir. Tac. Bon, écoutez, 300 dollars à l'époque. Voilà, donc j'ai perdu mon premier billet, mes 3 Bitcoins. Après, C'était pendant un an, l'équivalent de j'ai combien de Bitcoin? 3 Bitcoins. Pouah, t'imagines aujourd'hui? Ou alors Ouais, t'imagines à la période où ça a pété là quand c'était à 20 000, c'est combien? 20 000 à peu près. Ouais, 20 000 dollars, ouais, c'est sûr aussi. Après, il s'est passé plusieurs années dessus. Donc, pendant un an et demi, j'ai oublié. Je dis, bon, laisse tomber, ça, c'est pas pour moi. Trop technique, trop ceci, trop compliqué. Donc, j'ai abandonné les affaires, comme on dit ici en créole. Donc, j'ai lâché l'affaire. Et puis, après, en 2015, j'ai quitté la Réunion pendant quelques années. Je suis parti, je suis rentré dans ma région, Fontainebleau, faire Paris, là où je bossais en tant que sommelier, justement. Et puis là, j'ai découvert la maison du Bitcoin. J'ai découvert qu'on pouvait sécuriser les clés. Il y avait des gens qui parlaient français, qui m'ont appris comment on faisait, etc. Et c'est là que j'ai entendu les premiers mots, smart contract, clé USB Ledger, etc. Tout ce monde-là un petit peu qui était voilà tout nouveau pour moi. Et puis voilà, à partir de là, là c'est parti après, pas professionnellement, c'était vraiment par plaisir personnel. Et depuis, on va dire maintenant, ouais, 3 ans, 3, 4 ans, on va dire, sur 7, 8 ans qui sont passés, 3, 4 ans, je me suis mis plus professionnellement dedans, quoi. Parce que je sais qu'il y a un secteur qui est en train de se créer, il y a une nouvelle économie surtout, donc l'économie du jeton, la token économie, comme on dit, qui est en train de se créer, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, avec des grands groupes qui arrivent, des grosses sociétés, des petites startups, qui ont des projets très intéressants, extraordinaires à suivre. Est-ce qu'il y a une définition de token en français, je veux dire, pour des personnes qui n'ont jamais entendu parler, ou alors une sorte d'explication pour que les gens puissent un petit peu voir à peu près de quoi on parle, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce langage-là. C'est quoi le token? Voilà, le nom de token asset vient de là, en tout cas. Donc, un token, ça veut dire jeton. Hein, quand tu vas dans un jeu vidéo, par exemple, dans des casinos et tout, tu mets des tokens dedans. Le coin, c'est la monnaie dessus. Et un asset, c'est un actif. Donc, comme dans l'asset management, c'est la gestion des actifs. Donc là, c'est le mélange d'un actif
et du token. Et le token, c'est une nouvelle façon en fait de payer avec un paiement digital. Voilà, on se sert de nos téléphones, on se sert d'applications de QR codes où on scanne des QR codes à distance, où on peut envoyer à distance des QR codes et ça nous permet d'avoir une nouvelle forme de monnaie échangeable partout sur la planète sans demander l'autorisation des banques, sans demander l'autorisation que ce soit un dimanche ou un jour férié. Tu peux être ta propre banque en fait et pouvoir envoyer des fonds, que ce soit un centime ou des millions, à qui tu veux sans demander d'autorisation. Et ça, grâce à la sécurité d'un code informatique. Et c'est ça le vrai tour de force de la blockchain et de la création qui a été faite il y a maintenant un peu plus de 10 ans. C'est de pouvoir en fait utiliser cette nouvelle économie à travers voilà pas l'argent papier, c'est l'argent digital, numérique. Tu nous as préparé quelques slides. Peut-être avant de rentrer sur ces slides-là, j'aurais une dernière question sur le Bitcoin. Il y a plusieurs écoles. Hein. Je voudrais que tu me dises un petit peu. Et il y en a qui disent que le Bitcoin, c'est une sorte de réserve de valeur. Et pour d'autres, c'est juste un système de paiement qui facilite les échanges. C'est quoi? Comment est-ce que toi ou alors pour toi, c'est les deux? Comment est-ce que toi, tu vois les choses par rapport à ça? Tout à fait, Guy. Les deux sont valables en tout cas dessus, mais je dirais plus différencier. Il y a soit on reste dans cet esprit investissement, on croit que c'est une valeur refuge, donc une valeur qui va progresser, qui va prendre de l'ampleur et qui va être utilisée de plus en plus par des milliers, des millions de personnes dans le futur. Ça c'est déjà un point. Et après il y a le côté trading et spéculation. Ça veut dire le prix d'un Bitcoin qui soit 3000 ou à 20 000, le Bitcoin reste un Bitcoin, le Bitcoin restera le même et comme c'est le grand patron, c'est le big boss d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, il sera toujours là. Je pense que la technologie, par rapport à sa sécurité, en tout cas, ne peut pas être cassée. Des hackers sont venus, ont déjà essayé, il est mort plusieurs fois, milliers de fois le Bitcoin, il est mort le Bitcoin. Donc, voilà, c'est vraiment deux approches différentes. Soit on pense vraiment que c'est vraiment une monnaie d'échange, donc comme tu parles de 1 euro et un lingot d'or, hein, ça reste la monnaie d'échange dessus. Donc, tu peux garder 1 euro chez toi sous ton matelas ou tu peux garder un lingot d'or. Donc, voilà, ça dépend la confiance que tu amènes, en tout cas, dans l'argent. Et le deuxième point, c'est la spéculation. Donc, ça veut dire d'avoir vraiment des profits. Je veux acheter un Bitcoin aujourd'hui, je veux qu'il me rapporte 30%, 40%, fois 10, fois 1000 d'ici 1 an, 3 semaines ou 10 ans, quoi. Voilà, c'est vraiment deux approches différentes. Donc, il y a des parties qui se font vraiment de l'investissement, du trading pour gagner des dollars, des euros et se faire vraiment de l'argent dessus pour payer ce qu'ils veulent, des plaisirs ou s'acheter une maison. Et il y a des gens vraiment qui pensent que c'est vraiment le futur moyen de paiement. Donc, si c'est un moyen de paiement, il y aura forcément, il va avoir un peu comme un étalon or, on disait de l'époque avant 71, que ce soit un étalon or et que ce soit ce qu'on appelle un lingot d'or numérique. Voilà. Donc, tu pourras donner toi-même, Guy, je pense à tes enfants, par exemple, t'imaginais peut-être qu'il y a 10, 20 ans, tu pouvais imaginer avoir un lingot d'or ou donner des lingots d'or à tes enfants. Peut-être que moi, maintenant, c'est pas un lingot d'or que je vais donner à mes enfants, je préfère donner du Bitcoin à mon fils, en l'occurrence. Yes. On va passer sur les slides que tu as préparés. Donc, je vais partager mon écran. Et peut-être pour conclure de ce que tu disais avant, on a un petit peu creusé ce sujet d'investissement, de slash trading, moyen d'investissement pour peut-être diversifier son portefeuille. On essaie de creuser ce sujet sur l'autre podcast, le nouveau podcast, Mon Patrimoine. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, pourraient aller consulter ce nouveau podcast-là. On va mettre le lien dans la description de l'épisode. Je te propose qu'on passe sur les slides que tu as préparés pour cette présentation. Donc, share. C'est une quinzaine de slides qui représentent un petit peu l'écosystème ici que j'ai créé ici à La Réunion dessus parce qu'en fait, je suis un peu la seule personne qui parle blockchain et qui parle Bitcoin ici à La Réunion. Donc, voilà un petit peu l'histoire de Token Asset et qu'est-ce que je fais un petit peu ici dessus. Yes, donc je te laisse développer, Marc. Là, on est sur le premier. Non, c'est pas le premier slide, non? Ouais, je crois qu'il y en a juste. Ouais, non, c'est la petite photo, la photo de Saint-Denis La Réunion, voilà le soir avec la belle baie, voilà, et la belle montagne derrière. Je suis très fier et je suis très content de cette belle île. J'adore vraiment cette île. Dessus, ça fait 20 ans que je suis là. Yes. Ok, allez go. On écoute. Ouais, voilà, la Smart City. Alors, il y a pas mal de gens qui me disent qu'est-ce que c'est la Smart City? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est un petit peu qui sort des dessins animés, des science-fiction, etc. Non, c'est vraiment des villes intelligentes et durables qui sont en train de se créer.
ici à La Réunion. Déjà, il y a un projet qui s'appelle l'éco-cité qui est en train de se créer ici, où j'ai déjà fait des propositions, en tout cas avec mes technologies à travers justement la Smart City. La Smart Mhm. City, on va dire, c'est comme un grand village en fait dessus. Donc quand je dis grand village, ça peut être de 200 000 personnes comme à La Réunion pour cette partie-là, jusqu'à plusieurs millions comme à Singapour, comme ce que va devenir Mexico. Donc nous, on imagine que là, on est en 2020, en 2030, grosso modo, il y aura à peu près 80 grosses méga cities. On peut pas dire smart city, mais on peut dire des méga cities, des grosses méga villes. Donc Mhm. on peut parler de Londres, de Singapour, plusieurs villes en Inde évidemment, Paris qui va le faire aussi. C'est pour avoir un minimum de 10 millions, 20 millions d'habitants. Même en Afrique, il y a un président qui en parle beaucoup là, Paul Kagame, je Franchement, crois qu'il en parle beaucoup ouais, justement. ouais, Si. ouais, ils veulent tous faire ça. Bah, c'est vraiment c'est vraiment comment ça s'appelle, c'est une définition en tout cas de la résilience. Ça veut dire vraiment pouvoir résister en tout cas avec tout ce qui est en train de se passer, que ce soit au niveau pandémique, virus ou crise, ou ou environnement. Surtout très important, l'environnement, la mobilité aussi, le trafic routier, etc. De pouvoir avoir une ville intelligente, ça veut dire qu'elle est, elle se, comment ça s'appelle, elle s'autosuffit en tout cas par ses transactions, par sa façon de vivre dans le long terme. Voilà, avec des nouveaux outils, des nouvelles technologies qui sont à l'intérieur. Donc là, on parle de technologies de connectées, donc c'est une ville très connectée évidemment dessus. Le côté urbain, c'est d'avoir quand même des logements qui soient dans un environnement intelligent, smart comme on dit dessus. La connexion, bah, c'est pareil, c'est voilà le côté ultra connecté à travers une mairie, à travers un hôpital, à travers ton école, un parking, etc. La mobilité que j'aime beaucoup, ça c'est vraiment mon grand plaisir, comment la mobilité en tout cas à travers des voitures autonomes, des bus autonomes, des drones taxis vont pouvoir s'intégrer en tout cas intelligemment dans une grosse méga ville avec voilà 10 millions d'habitants par exemple. Comment on fait vivre une ville de 10 millions d'habitants intelligemment et avec un futur intéressant en tout cas et mieux imaginé en tout cas par rapport évidemment à tout ce qu'on vient de manger ces dernières décennies au niveau de l'industrie où ils ont fait pas mal de cochonneries. Le shopping, c'est le shopping, c'est tout le commerce de toute façon dessus. L'environnement, c'est ce qu'on appelle un sujet qui est très intéressant, ce qu'on appelle le biomimétisme. C'est la bio-inspiration par rapport au monde du vivant. Donc on utilise la nature en tout cas pour la copier dans le monde humain. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment très intelligent en tout cas à connaître et à utiliser il y a un grand salon à Paris qui s'appelle le Biomime Expo, géré par Alain Renaudin, que je salue également, qui est extraordinaire parce que lui, il a proposé le premier salon autour de du biomimétisme dessus. Et Stone Table, évidemment, c'est le côté durable voilà, de la ville. On peut plus faire des industries qui sont, comment ça s'appelle, qui ont un court terme. Voilà. Malheureusement, on sait que l'industrie du pétrole, l'industrie du chimique, du plastique, nos océans, on le voit très bien, nos océans, nos forêts et tout, nos ravines, comme on dit ici. Ouais, il y a pas de durabilité en tout cas là-dedans. Voilà, ça c'est vraiment le côté intelligent en tout cas qu'on essaie de créer. Donc il y a un horizon 2030. Voilà, il nous reste 10 ans grosso modo. Enfin, il nous reste pas 10 ans. On veut mettre le projet en tout cas à une décennie, à 10 ans, autant au niveau de l'emploi, au niveau des possibilités pour créer ces villes intelligentes. Yes. Tu penses que justement ce concept de smart city, de smart city prend encore plus son sens aujourd'hui en temps de crise avec cette pandémie là? Ouais. Euh, par rapport à la pandémie, non, mais en tout cas par cette nouvelle digitalisation en fait des relations qu'ont les humains, qu'ont découvert en tout cas depuis 2 mois, bizarrement, comme s'il y avait beaucoup de gens qui avaient découvert Internet, une autre partie en tout cas de la planète qui avait découvert un nouvel Internet, c'est pas juste échanger des photos de chats, par exemple, ou s'envoyer de la musique dessus, ou de cliquer sur des réseaux sociaux. Là, on parle de boulot, de taf, où des gens, voilà, comme moi, voilà, j'avais quelques conférences par mois et j'en fais maintenant plusieurs par jour parce que le digital, autant par le paiement, autant par la distance, fait que grâce au réseau Internet, grâce aux nouvelles techno, on peut bosser à distance. La preuve, on s'est rencontrés, nous, Guy, il y a un mois, on se connaissait pas, grâce à Douglas, 10 000 codeurs, et qu'on ne s'est jamais vu, mais on s'est fait plusieurs Zooms ensemble, plusieurs visios, et puis on est là ce soir. Donc, super. Yes. Donc je passe au deuxième slide. Tac. Ouais, ça c'est le projet. Il y a beaucoup de projets crypto-monnaies dans l'écosystème en tout cas. Donc le Bitcoin comme tu nommes parce que c'est le plus connu, c'est celui qui a la plus grosse communauté en tout cas et la plus grosse capitalisation boursière en tout cas. C'est ce qui pèse le plus lourd dessus, c'est du lourd. Bitcoin et puis après voilà il y a Ethereum, Litecoin, etc. etc. Tezos c'est un projet français. C'était les seuls qui nous ont un petit peu accompagnés et écoutés en tout cas de loin parce ils sont sur Paris et la fondation est en Suisse. Voilà où on a créé ici le première conférence, le premier meet-up, en tout cas pour présenter Tezos. Donc ouais, c'était le premier gros
supports, en tout cas, d'une grosse industrie de la crypto. C'est les premiers supports qui nous ont permis, en tout cas, de pouvoir créer Tezos Réunion. Donc, il y a mon partenaire Gianni qui crée ce qu'on appelle du minage, notamment le baking, précisément chez Tezos, et qui permet en fait de pouvoir investir dans le projet, de pouvoir gagner des Tezos, donc gagner de l'argent en investissant juste ce que tu possèdes. Tu possèdes 10 Tezos, tu peux les prêter au réseau et le réseau te récompense. Donc, pareil, grâce au smart contract, hein, c'est pas un patron qui te donne ton chèque à chaque semaine ou chaque mois. Tu prêtes tes Tezos au réseau pour le sécuriser et en récompense, on te donne des Tezos qui sont échangeables contre des euros, contre toutes sortes d'autres crypto-monnaies aussi, quoi. Et je peux comme ça aller retirer comme ça de l'euro, du dollar dans un guichet qui provient de justement ces Tezos ou ces ouais. Très peu, il n'y a pas beaucoup, mais il y a des startups et des gros projets qui ont permis de pouvoir créer une carte de débit où tu pouvais, de ton compte, de ton portefeuille de crypto-monnaies, les transférer, les échanger dans d'autres crypto-monnaies pour au final, si tu as des Tezos, tu peux échanger contre du Bitcoin et le Bitcoin, tu peux aller avec ta carte Bitcoin presque, c'est pas vraiment une carte Bitcoin, mais tu peux aller au guichet, au gabier, retirer des sous en euros, dollars ou en fiat monnaie, comme on dit. Et ça gère aussi le taux de fluctuation, vu que on a vu le Bitcoin passer de 15 dollars à 1000 dollars, à 8000, à 20 000. Comment est-ce que ça se passe lorsqu'il y a un changement brusque comme ça? Parce qu'il n'y a pas quand même, ce sont pas des, comment tu appelles ça, les token stables. Tu utilises un mot technique là, j'ai oublié. Les cryptos stables là, comment on les appelle? Les stablecoins. Les stablecoins, c'est comment est-ce que ça gère ce typologie Alors déjà, comme tu as dit, déjà des fluctuations comme ça, elles existent, mais elles prennent du temps quand même. Hein. C'est pas en 24 heures que tu perds. Tu peux perdre 30% dans la journée, 20-30% dans la journée, mais comme n'importe quelle action comme du Tesla ou du Danone, du Carrefour ou du Total. Je veux dire, c'est les 10-15-20%, tu peux les prendre dans la tronche dans une journée. Hein. Une mauvaise nouvelle, une nouvelle guerre qui se crée, une pandémie. Tu prends ta claque, tu l'as pas vu, mais tu peux pas perdre 100% ou 90% de tes biens en quelques jours. Ça prend plusieurs mois, plusieurs années pour se prendre des grosses gifles comme ça dessus, quoi. Mais ça, tu le vends en fait au moment où tu fais ta transaction. Il a un cours à l'instant T. Là, imagine qu'il est 19h50 à Berlin. Le prix du Bitcoin a un certain prix, le prix du Tezos a un certain prix. Et quand tu vas au gabier, il sera échangé à l'instant T. Voilà, dessus. Yes. Maintenant, ton Tezos ou ton Bitcoin que tu as acheté hier, peut-être que demain, il n'aura pas le même prix. Ça, c'est vrai aussi. Mais c'est l'ordre maintenant, aller entre 5 et 10% de fluctuation, comme n'importe quel cycle de marché ou n'importe quelle action. Donc, voilà, il y a des montées, des descentes dessus. C'est toujours pareil, ça reste de l'investissement. Donc, il y a du risque quand même de toute façon. Hein. No risk, no gain. Hein. Tu connais le proverbe. OK. Troisième slide. Tac. Là, on est dans la team. Ça, c'est la… Ouais, c'est l'équipe qu'on a créée justement avec à droite, c'est mon partenaire Gianni, hein, c'est le monsieur développeur, c'est le monsieur back-end, c'est le monsieur technique en tout cas parce que c'est pas mon truc du tout. Le mec dans la professionnel. Ouais, exactement. Ouais, c'est lui, il fait beaucoup de minage, c'est lui qui s'occupe de miner justement ce nouveau type de minage à travers Tezos. Dessus, c'est lui le big boss de ça. Donc, une société d'informatique ici, un web service, c'est un vrai développeur, hein, c'est un vrai dev de toute façon, quoi. Après à droite, c'est notre ami Gideon qui est du Kenya, qui fait partie de la blockchain association du Kenya, voilà, qui nous a rejoint également. À droite, on a un autre top développeur, donc c'est que des développeurs en haut, hein, quasiment que des développeurs. C'est le seul qui a aucune. Ouais, et les deux personnes qui sont en bas à droite. Après, ils ont chacun leur expertise, hein, bien sûr. À droite, c'est Thomas, qui lui est d'origine finlandaise et vit moitié en Finlande et moitié au Kenya. Donc nous, on s'est connus à travers le Kenya parce que je suis un grand fan du Kenya, des bonnes relations avec le Kenya. En bas à gauche, c'est notre ami Rémi qui est de l'île Maurice. Voilà, qui est un développeur, qui a une boîte aussi d'informatique, développement web, d'applications web et qui connaît aussi bien les blockchains aussi. À droite, c'est notre data scientist de la Réunion qui s'appelle Dimitri Payet, qui a un projet incroyable qui s'appelle le projet Lisa. Dimitri Payet comme le footballeur? Non, Dimitri, pas Dimitri. Dimitri, comme Jimmy, mais Dimitri, qui travaille sur la conscience de la machine. Extraordinaire.
il a un high level et tout. Il crée lui-même ses algorithmes. C'est vraiment un truc de fou. Et évidemment, pour gérer un petit peu tout ça, on a besoin d'une partie un petit peu légale de juridiction. Donc, on a maître Michel Abraham, qui est l'avocate, qui est spécialisée en crypto-monnaie, qui a un cabinet à Paris, que je connais depuis 2016. On s'est rencontrés à Paris à la maison du Bitcoin et qui nous aide en tout cas et qui va nous aider en tout cas pour tout ce qu'on a à mettre en place. C'est vraiment une jeune équipe. On n'est pas encore sur des gros dossiers, ça c'est clair. Mais voilà, on a constitué une équipe. On a déjà 2-3 axes en tout cas et on a intégré dedans. Ça c'est mon plaisir parce que j'ai une vision assez précise et un peu technique là-dedans. C'est de pouvoir ramener de l'IA en tout cas dans les développements blockchain parce que c'est très important dans la Smart City parce que l'IA dans une Smart City va être aussi un enjeu incroyable dessus et que tout ça a besoin d'être régulé, en tout cas d'être suivi par rapport à la loi dessus. C'est maître Michel Abraham. Yes. Et l'équipe, elle est complètement en remote, quoi, dans divers continents et divers pays. Je veux dire, vous n'avez pas des bureaux physiques, non? Du tout, non, du tout. Chacun est indépendant, ce qu'on appelle décentralisé en fait. On est tous connectés, mais chacun sa place et chacun son expertise. C'est ça le nouvel enjeu en fait. On travaille plus comme à l'époque avec un seul bureau, un seul endroit, une seule banque, etc. On travaille plus en silo. Maintenant, on travaille en décentralisé, quoi. On pète tout et chacun son réseau et chacun est connecté dessus. Donc il y a une partie quand même d'océan Indien et Afrique. Hein. Voilà, il y a quand même Dimitri et Rémi qui sont à la Réunion et Maurice. Les deux en haut à droite, ils sont du Kenya principalement. Gianni est ici avec moi, on est les deux Réunionnais et on a une antenne évidemment à Paris avec Maître Abraham. Yes. Donc, je passe au prochain slide. Ouais, ça c'est les deux grosses conférences que j'ai faites en 2018 et 2019 avec l'école de code qui s'appelle Epitech, hein, qui a été créée il y a un peu moins de 2 ans ici également, et la Technopole, hein, qui est le grand centre technologique ici à la capitale de Saint-Denis, à qui j'ai fait des conférences là-bas. Yes. C'est un petit peu comme comment on appelle cette école du Open Classroom. Je crois qu'Epitech délivre des diplômes, non? Ils délivrent des diplômes. C'est une école physique, hein, c'est vraiment une école physique. Ils ont je sais pas, 30 ou 40, 50 élèves dedans qui font des parcours sur 2 ans, 3 ans dessus et qui délivrent des diplômes dans le code et le développeur, ouais. Yes. Et Technopole, il touche un petit peu à tout. Ça, c'est un exemple de conférence que j'ai fait. On était un peu de 150 personnes. Une de mes plus grosses conférences. Hein, j'ai les hauts jours rouges un petit peu à l'époque. Voilà, il y avait quand même 150 personnes, principalement quand même des entreprises, voilà, ou des grands groupes. J'étais venu présenter qu'est-ce que la blockchain dans les entreprises, parce qu'on parle de blockchain ou de Bitcoin et d'investissement comme tu parles, mais c'est plus dans les particuliers. Hein, le Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est plus les particuliers. Et après, la blockchain, c'est quand même assez ciblé pour les entreprises. Voilà, c'est comment on utilise la blockchain dans l'entreprise. Ça pareil, c'était voilà le petit flyer qu'on avait fait avec la Technopole. Là, on était à peu près 50-60 personnes à l'université de Saint-Denis. Alors ça c'est un projet qu'on a fait avec Gianni justement de Web Service, le développeur avec nous, qui lui a son entreprise Web Service. On a créé un jeton, donc un nouveau mode de paiement en tout cas pour l'industrie du sport ici à la Réunion, parce qu'il y a beaucoup de vélos et Gianni fait partie il est chronométreur la semaine en tout cas pour Web Service. Enfin, il organise les cours du dimanche et on a créé un jeton avec une application téléphone où les gens, au lieu de payer ce qu'on appelle l'émargement, donc payer un ticket tous les dimanches matins pour venir faire la course, etc. Chacun fait la queue, etc. On a digitalisé tout ça, on a cassé tout ça, on a disrupté tout ça, comme on dit, et on a créé grâce à une application un QR code. Et quand tu viens le dimanche matin, en tant que coureur, en tant qu'adhérent, tu viens et clac, tu flashes, tu scannes ton QR code et tu as ton ticket, t'as payé ton entrée pour venir faire ta course de vélo dans la journée. Donc il y a un process qui est rapide, il y a un process qui est plus simple, il n'y a pas de perte de rendu monnaie, il n'y a pas de faux chèques, des faux chèques par exemple, les mecs qui font des faux chèques aussi, ça existe aussi, hein, des chèques en bois dessus, bonne raison, pas bonne raison, ça existe. Là ça n'existe pas, parce que si t'as pas de, parce que dans le monde des cryptos, surtout qui est très intéressant, c'est que le crédit n'existe pas. Et tu sais très bien que si tu as étudié un petit peu la finance, tu connais un petit peu la finance, le monde, en tout cas bancaire et financier, vit que sur la dette. Et c'est notre gros problème. On a des dettes colossales dans tous les pays, on a des dettes colossales en France dessus. Et dans le monde des cryptos, si t'as pas un, tu peux pas envoyer 2. Ça n'existe pas, quoi. C'est juste des papiers qu'on imprime. Et là, c'est même encore pire parce que là, ils n'ont plus besoin d'imprimer juste des chiffres comme ça, 0, 0, 0, 0 en ligne. Ouais. Et c'est ça qui crée toutes ces inflations et toutes ces crises qu'on
qu'on Des voit. jeux d'écriture. Yes. Des jeux d'écriture entre la point A, un point B, d'un compte ou un autre compte, tout à fait. Donc là, avec ce système-là, qui s'appelle le Wii Sport dessus, donc qui est pour l'instant pour la partie vélo à La Réunion. On aimerait le développer un peu plus largement, que ce soit au VTT, que ce soit à différents sports nautiques et compagnie, d'avoir un jeton qui gère un petit peu l'industrie du sport, parce que l'industrie du sport a besoin aussi d'un petit peu plus d'être digitalisé, en tout cas d'être numérisé. Voilà ce on peut proposer et apporter en tout cas avec Web Service et Token Asset. Yes. Ça, c'est des partenaires avec que je connais, voilà, qui je travaille, que j'ai pas mal de bonnes sensibilités. Donc voilà, il y a du développement avec Nomadic Lab qui sont à Paris, qui est vraiment la R&D en tout cas du projet de Tezos dessus. Là, c'est Blockchain Association du Kenya, comme je parle souvent du Kenya parce que c'est un petit peu ce qu'on appelle le Kenya, c'est la Silicon Valley de l'Afrique. Hein. Quand même, donc tu vois, Ah bon? ils ont été super technologiques, ils ont créé un nouveau type de paiement qui s'appelle le M-Pesa. Ouais. Ils sont super en avance, ils sont super connectés, et ils ont des gros projets et ils ont une smart city qui est en train de se construire également aussi là-bas. Quoi. Après, en bas à gauche, c'est le BTU protocole. Ça c'est un projet qui est français de Paris où ils proposent en fait de pouvoir réserver à travers l'hôtellerie et d'avoir ce qu'on appelle des incentives, hein, de pouvoir avoir des intérêts en tout cas et des rewards, d'avoir des avantages en passant par ce type de token, c'est-à-dire que tu as un petit peu comme un cashback à 5%. Voilà, si tu passes par ce token-là, si tu réserves ton hôtel ou une location de voiture, par exemple, ou un service d'hôtellerie, ça te permet, en fait, en payant grâce aux crypto-monnaies, puisque tu vas pas te servir vraiment des tiers de confiance, donc pas de banque, pas de choses comme ça, tu limites en tout cas les frais de fonctionnement et les intermédiaires surtout, et ce qui te permet de gagner des sous dans le procédé. Ça, c'est très intéressant. La clé Ledger, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, où tu peux stocker, c'est une clé USB cryptographique, où tu peux stocker tes portefeuilles crypto-monnaies dessus. Donc, tu as 20-30 crypto-monnaies au choix et tu peux monter même un petit peu plus. Ça sécurise tes fonds, grosso modo. Data Trust en bas à droite, c'est un projet qui est fait par Blockchain Partner, un ancien de la blockchain à Paris, en France, et qui permet de certifier des diplômes où l'industrie, par exemple, a ce qu'on appelle agritech, l'agroalimentaire dessus. Donc, si tu veux suivre, par exemple, moi j'avais le projet de certifier la vanille ici à La Réunion, parce qu'on a une très bonne vanille à La Réunion qui vient d'un endroit précis, un terroir, etc. Dessus. Et pour lui donner vraiment une plus-value, une vraie gage de valeur avec une traçabilité, ça veut dire un début d'origine, un côté de paternité et notoriété, tu peux utiliser grâce au smart contract la blockchain pour pouvoir suivre en tout cas le process de ton café Bourbon pointu, que ce soit ou de la vanille également, ou des diplômes pour les universités. Excellent. Ah, ça c'est ma grande passion, ça. Ça, c'est le turfu, comme on dit chez nous, Guy. Tu connais maintenant le turfu. Il est là, le turfu des Smart City. Ouais, c'est vraiment hyper. On n'a pas l'impression que ce sont des trucs qui vont arriver d'ici quelques années parce que c'est trop futuriste. On a l'impression que ce sont des films de science-fiction. Je te parie un bitcoin, Guy, ce soir. Je te parie un bitcoin qu'en 2020. Ouais, ben, en 2024, aux Jeux Olympiques à Paris, tu te baladeras de stade en stade ou tu iras au stade avec un truc comme ça. Dans 4 ans, les enfants. 4 ans. Là, dans moins de 2 ans, ils commencent à avoir les premiers drones autres que la livraison dessus, parce qu'il y a des drones qui s'occupent de faire la surveillance au niveau des stades, qui peuvent aller livrer des poches de sang, par exemple en Afrique. Il y a, je sais plus comment s'appelle cette société Jetline ou quelque chose comme ça, qui permet en fait d'aller livrer des poches de sang en direct grâce au drone. Ça, c'est bien un côté santé qui est super intelligent. Et maintenant, étant donné que la loi, en tout cas pour la hauteur de circulation, le temps de vol, le drone qui s'auto-charge de lui-même, on est en train de ramener ce qu'on appelle l'urban drone mobility. C'est d'avoir des drones taxis comme ça qui sont évidemment gérés par la blockchain, gérés par de l'IA dessus, où on pourrait être à 4 personnes dedans et tu pourras, donc là le trafic, il n'y a plus de trafic, il n'y a plus de pollution. Enfin ça c'est ce qu'on appelle un truc vraiment smart. Et c'est ça qu'entre 2 ans et 4 ans, ça va être partout. C'est pas juste livrer une pizza ou livrer un colis Amazon, quoi. Grâce à ça, on va pouvoir se déplacer et entre guillemets presque gratuitement par rapport à ces nouveaux types de mobilité, quoi. Donc DroneThings12, c'est un partenaire officiel qui est en Belgique, hein, qui bosse surtout avec l'Europe et qui permet en tout cas, et c'est ce qu'on veut faire ici à La Réunion, de pouvoir mettre en avant, de pouvoir faire des premiers prototypes et de pouvoir les amener ici et les tester ici.
Ouais, Donc, j'espère que d'ici 1 an, 2 ans, à La Réunion, on verra peut-être les premiers drones taxis qui éviteront les gros embouteillages comme on a tous les matins, à 2-3 heures le matin, 2-3 heures le soir, etc. ouais, c'est super intéressant, mais il y a un côté quand même qui fait peur, tu vois. On se dit, non, mais Ah, c'est pas réel, tu vois. Mais pourtant, en t'entendant parler, ce sont des trucs de demain. On a hâte de voir ça. Le plus important, c'est de déjà prendre acte de ça et peut-être se positionner par rapport à ça. Il y a toujours des opportunités lorsqu'il y a ce type ah, ouais, imagine qu'un garagiste, voilà, qui réparait des Super 5 ou des Renault 25 à l'époque, et ben maintenant il va pouvoir venir bosser sur des technologies comme ça, quoi. Donc, tu vois, il y a du taf parce qu'il y a de plus en plus de projets de grosses compagnies qui se mettent dedans, hein. Tu vois les projets Google avec la Google Car, les voitures autonomes. Si tu as compris les voitures autonomes et les bus autonomes, bah ça c'est la suite logique, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. yes. La Tesla, t'as déjà vu des Tesla? Je pense qu'à Berlin, vous êtes des Tesla. En France, il y a des Tesla partout. Donc, voilà. Ah bah, tu vois, bah, Tesla, il y a 5 ans, tu pouvais pas imaginer avoir un système comme ça qui soit juste en bas de chez toi. Bah là, voilà, c'est pareil. Ça arrive, ça arrive. Entre 2 ans et 4 ans, je vous le dis, moi. Ça va être révolutionnaire. On a hâte de voir ça, Marc. Ouais, ça, c'est Monsieur On a Alain parlé un Renaudin. peu de Ouais, biomimétisme. biomimicry, c'est en anglais en fait. Hein, biomimicry, ça se dit. Voilà, donc c'est de pouvoir utiliser en fait la recherche et développement de la planète comme exemple et d'être bio-inspiré, d'utiliser ce que la nature nous apporte, nous montre en tout cas surtout, et de pouvoir l'appliquer au monde du commerce et même de l'industrie, parce qu'il y a des grosses sociétés qui s'intéressent dessus. Là, l'exemple que vous avez, c'est un papillon aux ailes bleues. Alors, je me demande pas le nom latin, je crois que j'ai jamais su. Mais ils l'ont étudié en fait de près dessus et ils ont remarqué qu'il avait comme s'il avait quasiment 4 couches différentes superposées qui pouvaient emmagasiner la chaleur et en fait et conserver et lui donner vraiment cet éclat bleu et de pouvoir conserver cette chaleur et de pouvoir la redistribuer selon l'énergie que le papillon avait besoin, quoi. Donc ils sont servis en fait de ce que le monde du vivant lui montrait et ils en ont fait des nouveaux panneaux solaires qui habituellement prennent 30-40% d'énergie et redistribue uniquement une petite partie d'énergie, grâce en fait en étudiant l'aspect en tout cas de ce papillon bleu, ils ont pu augmenter jusqu'à plus de 80% en tout cas pour emmagasiner la chaleur du soleil. C'est-à-dire qu'ils ont doublé, en regardant un papillon bleu, ils ont pu doubler en tout cas la charge énergétique et la consommation énergétique. C'est juste incroyable. Trop ouf. Et, Trop et ouf, ça, le Biomime Expo, et ça c'est vrai, si on parle d'un truc du futur, c'est des grosses entreprises. Alors, je te parle du MIT, je te parle des entreprises ou des sociétés qui sont en France. Et le Biomime Expo, ça fait 4 ans que ça existe. C'est le rendez-vous, c'est le seul rendez-vous au monde où pendant, je crois, 4-5 jours, une semaine, il vient présenter des projets startups qui viennent proposer des choses autour de, tu vois, le petit logo, hein, c'est un gecko, hein, c'est un petit lézard avec des espèces de fils électriques à l'intérieur, tu sais, de cartes à puce en fait. Donc, il mélange vraiment la nature et la technologie. Et ça, il y a vraiment du super boulot, des super idées et un très bon esprit en tout cas. J'avais vu un truc similaire à Nantes. Je sais pas si tu connais ce musée-là, le musée c'est les machines. Tu vois, ils ont des sortes d'animaux comme ça qu'ils ont fait en forme, en fait, des mouvements d'animaux, mais en forme derrière, il y a un mécanique, en fait, technologique qui imite, en fait, exactement le mouvement de l'animal dans la nature, en fait. Je sais pas si tu connais, ça doit être le musée des machines. Je sais plus trop exactement le nom. Avec un Ouais, éléphant comme ça qui se déplace tout seul. ah ouais, mais là c'est vraiment de la robotique là. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose peut-être, non? Mais au niveau du Non, mouvement, bon, ouais. Bah, ouais, un super exemple également. Tout le monde connaît le martin pêcheur, ok, hein, le martin pêcheur, le petit oiseau qui va venir pêcher comme ça. Dessus, le martin pêcheur, en fait, quand il rentre dans l'eau, mhm. ok, il a un mouvement, il est tellement profilé, donc c'est au fur et à mesure des décennies, des milliers d'années, je te parle, hein, d'évolution de la nature. En fait, il rentre dans l'eau sans éclabousser. Et c'est comme ça qu'il chope son poisson. Et ben en fait, il y a un biologiste qui a étudié en fait ce martin pêcheur et il s'est dit qu'il pouvait sûrement l'appliquer à son problème qu'il avait au train. Et c'est quand tu vois la forme du train au Japon, j'ai oublié le nom parce que c'est un nom japonais, cette longue forme comment s'appelle, du train, ce qui a permis en fait de réduire en tout cas le bruit et l'impact que quand le train passait sous les ponts. Parce que quand le train passait sous les ponts à
de plus de 50 km/h, il y avait toujours un espèce de bruit et un ralentissement. Et en fait, ils ont étudié le martin pêcheur et ils l'ont calé sur le train au Japon, et ce qui fait qu'il a une espèce de longue forme comme ça. Et maintenant, il a gagné, je sais plus, genre 20% de rapidité, il a gagné 30% d'économie d'énergie. Voilà, parce qu'ils ont étudié la nature et ils en ont fait quelque chose totalement. Ça, c'est juste incroyable. Dernier exemple, on a à La Réunion ce qu'on appelle un bim, hein, ou un babouk. C'est une espèce la bouca à Madagascar, c'est une espèce d'araignée, pas très grosse comme ça, qui fait un fil jaune très très résistant, ultra résistant, et évidemment durable dessus, quoi. Et ben ils en ont fait une basket Adidas. des chercheurs, et quand basket Adidas, et ben elle a passé ses années de vie, grosso modo, soit tu peux la manger, soit tu peux la mettre dans la terre, il se passera rien. C'est pas puissant, ça? C'est pas puissant. Biodégradable, quoi. Complètement, c'est ça le biomimétisme, c'est servir de la nature pour que, c'est quoi la nature? La nature a zéro déchet. La nature est tellement bien équilibrée, c'est ça le fameux équilibre de la nature, est tellement bien équilibrée qu'il y a zéro déchet. Tout est interconnecté, tout le monde a besoin de tout le monde. C'est ça, la fameuse décentralisation, c'est ça ce côté intérêt d'équilibre, grosso modo. Donc, si on copie la nature avec un monde sans déchets, eh ben, on peut l'appliquer maintenant avec des nouvelles solutions pour que nous, nous, l'exemple de la Smart Island à La Réunion, hein, dessus, c'est d'avoir une île sans déchets, par exemple, ou un pays sans déchets, quoi. Et ça serait vraiment une révolution, quoi. Trop ouf. Voilà, ça c'est l'autre projet qui eux sont plus ils sont en Polynésie et Tahiti, donc eux ils sont plus évidemment dans la recherche au niveau des coraux, parce que voilà ils ont des milliers d'îles, ils sont entourés d'eau dessus, donc c'est l'Institut polynésien de biomimétisme qui est géré par Alain Briand, et qui pareil qui va étudier en tout cas les coraux dans son écosystème. C'est-à-dire quand tu prends un corail dessus, et les corails, tu as des bactéries, tu as sûrement la petite crevette qui vient manger ceci, le poisson qui vient défendre cela, tu as le gros qui mange le petit. Enfin, c'est une symbiose en tout cas naturelle dessus, qui existe depuis, comme on dit, des milliards d'années, grosso modo, et c'est de pouvoir étudier en tout cas ce corail qui est dans un petit bout de corail, un petit pavé comme ça en plein milieu de la mer, qui a des milliards d'années. Comment ça se fait que tout est équilibré et que tout va bien en tout cas dedans. Donc ils sont en train d'étudier ça pour que pareil le remettre en tout cas par rapport à l'écosystème sur Tahiti, et même sûrement l'exporter en disant voilà, on a un exemple en tout cas au niveau marin, comment on peut sauver les fonds marins, comment on utilise les fonds marins comme exemple, et de pouvoir le mettre ici dans l'industrie. Yes. Super puissant ça aussi. On a Douglas qui est en ligne là. Yes, mon Douglas. Il y a aussi Olivier Bronzier de Maltem. Ah oui, j'ai échangé un petit peu avec lui sur les réseaux. Ah, que des high level experts ce soir. Je suis fier, les gars. Merci. Il y a aussi Ifriki, parce que je vois Nano. Ouais. Yes, Ifriki. Il sera là au Smart Summit, là, monsieur Nano Satellite. C'est incroyable ce qu'il fait. Incroyable. Ouais, tu vas nous en parler aussi, ça, en fin d'émission. Je crois que en plus, c'est ouvert au public, donc il y aura un lien pour ceux qui veulent aller un peu creuser le sujet. Donc, je passe au prochain slide. Bim. Ouais, ça c'est pareil, c'est un autre. Merci Douglas encore de m'avoir présenté. En tout cas, j'ai découvert pareil quelque chose qui n'était pas du tout dans mon univers, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la virtual reality, grosso modo, parce que moi je suis pas un gamer, donc je te dis, je suis pas un geek, je suis pas un informaticien, je suis pas un codeur, et en plus je suis pas un gamer, donc c'est pour dire. Sauf que là, ce que je viens de découvrir à travers ce Covid-19, ces 2 mois dessus, c'est qu'on pouvait appliquer en tout cas ces solutions-là, en tout cas ce nouveau type de joujou. Grosso modo, on pouvait l'appliquer au business. Donc maintenant, on peut créer des relations, c'est-à-dire on peut créer un monde virtuel, évidemment. Tu crées ton avatar, mais un avatar B2B, un avatar professionnel, où tu peux aller rencontrer des personnes qui ont des stands virtuels dedans, et tu peux aller communiquer avec eux, casque ou pas casque, hein, il y a une partie 3D également, et il sera également invité, il va nous faire une petite surprise pour le dimanche soir, il nous fait une boîte de nuit, discothèque, club en mode VR, où les gens pourront venir discuter, danser en avatar, venir échanger des cartes, écouter de la musique pendant 2-3 heures, ça dure 4 heures à peu près. On est en train de mettre ça en place avec lui, quoi. Également. J'ai hâte de voir ça. Et c'est l'une des raisons. C'est ça qui m'a inspiré, en fait, le titre du slide que j'ai préparé pour cette entrevue de l'immobilier tokenisé. C'est justement pour que tu me parles un petit peu des visites. Tu peux nous dire un mot dessus, les visites d'immobilier comme ça, en utilisant ces avatars de virtual reality? Ouais, je prends un exemple tout simple. Je regarde, j'ai mon frangin, mon petit frère, qui est dans l'immobilier, par exemple. Et pendant 2 mois, il a fait 0 visite. T'imagines quand tu bosses 12 mois, ça fait quelques années qu'il est dedans, quoi. Il a fait 0 visite pendant 2 mois.
Par contre, s'il avait eu un système, ou si dans le futur, justement, il y a un système qui est en train de se mettre comme ça en place, il pourrait rester dans son canapé avec sa tablette et son casque et il pourrait en fait faire visiter à distance des maisons, des appartements à distance sans que chacun se bouge. Et même signer le contrat directement avec des cryptos derrière, quoi. C'est-à-dire que le business, il peut continuer à vivre, même dans un moment chiant et douloureux comme on vient de vivre, où on vient à peine de sortir, comme ceci, il aurait pu continuer à faire du business. Et grâce à cette fameuse VR, bah, imagine que toi, Guy, tu vas acheter une maison, moi, je te vends une maison. Par exemple, bah, tu pourras, si tu rentres à 20h le soir, que tu es fatigué, tu n'as pas envie d'aller visiter des maisons à 10 km de chez toi ou parcourir 50 bandes pour aller visiter des maisons. Tu en as visité le samedi, tu en as visité le dimanche, ça fait 3 mois que tu visites. Il y a un moment, tu en as marre, peut-être aussi. Ça, c'est ce que j'appelle l'ancien monde. Bah, maintenant, grâce à ce système-là, tu pourras, de chez toi, en mettant ton casque, allô, Marc, qu'est-ce que tu as à me faire visiter comme maison? Bah, tiens, j'ai celle-là. Boum. Et toi, directement de chez toi, avec ton petit canapé, ton petit peignoir et ton petit thé, tu pourras te balader et rentrer dans la maison et faire des visites virtuelles et te promener à l'escalier, voir la salle de bain, être promener dans le jardin, voir ceci. Et en même temps, tu pourras, la couleur des papiers peints, il me plaît pas, ou le ceci, et hop, tu appuies sur un bouton, hop, de rouge, il passe à vert. Voilà, il est là le futur, surtout du business, quoi. C'est pas juste du gaming à aller tuer des zombies. Là, ce que propose Jean-Philippe Sangaré, justement, c'est une version professionnelle de ça, quoi. Donc nous, le Smart Summit, peut-être que d'ici quelques mois, on a aussi l'idée de le créer 100% en virtuel. On va mettre le salon ici à La Réunion, on va pouvoir le modéliser, grosso modo, et tu pourras te promener avec ton avatar et te promener comme si tu te promenais dans un vrai salon, en restant chez toi, mais en faisant du business. Et c'est quoi le tiers de confiance? Est-ce que c'est pareil comme pour les crypto-monnaies, qu'il y a plusieurs comme ça ordinateurs répartis dans tout le monde qui valident que ouais, l'appartement virtuel que tu es en train de visiter, elle existe, elle est réelle et elle se présente exactement sous la forme sur laquelle de ce que tu es en train de voir en fait. Est-ce que c'est le même procédé, c'est le même principe? Alors ça, c'est peut-être, faudrait demander sûrement à Jean-Phi. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que tu peux, en fait… Parce que tu vois ce que je veux dire. Peut-être s'il faut que j'explique en d'autres termes, tu vois, le fait que tu vas, dans la réalité, tu vas visiter un appartement qui t'intéresse et il y a parfois des petits trucs comme ça que le propriétaire peut te cacher, peut-être, je sais pas, un chauffage qui est pourri, qui est ripou, ou un truc qui est cassé, je sais pas trop. Est-ce que euh, via justement cette technologie-là, il y a des choses comme ça qui ne pourraient pas cacher, ça se voit directement parce qu'il y a des tiers de confiance, plusieurs autres ordinateurs qui valident l'objet. Je sais pas si ma question est à peu près claire. Mais je pense que je vais pas pouvoir te répondre. Ce sera pas très clair ce que je vais te répondre. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'on va prendre en fait un modèle existant comme un fichier PDF ou un fichier Excel, et en fait, on va le numériser, on va lui mettre une côté virtuel dedans, quoi. Donc maintenant, si un défaut dedans, comme tu dis, un chauffage qui marche pas, ou il y a une fuite d'eau en dessous, ou il y a un mur qui craque que t'as pas vu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme n'importe quel, même si tu passes par une agence de grand nom et que tu payes à tes 3 mois de loyer, personne peut te dire qu'il y a pas eu une vis cachée en dessous, quoi. Voilà, c'est ça. Par contre, malheureusement, on peut pas. Je sais pas si la VR va pouvoir répondre à ce problème-là, en tout cas, de confiance et de transparence. Faudrait demander peut-être aux professionnels. Mais je pense pas que c'est la VR qui va apporter la solution. C'est plutôt l'honnêteté en fait de l'agence qui va te présenter le bien, hein, tout simplement. Je pense pas que ce soit une affaire de VR ou pas VR, quoi. Voilà. Yes. On passe à l'autre slide. Chut. Yes. Les vraies choses. Voilà. Les vraies choses. Ouais, ça c'est les petits coups de cœur parce que quand je fais mes conférences et compagnie, je mets toujours un petit bonus, voilà, pour les gens que j'apprécie, parce que pour leur vrai fond déjà de cœur, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils vont faire aussi, et puis la relation, parce que voilà, comme tu travailles par passion en général, tu as toujours des affinités avec certaines personnes, hein. On partage, on échange, hein, dessus. C'est comme un bon dimanche avec un repas avec les potes ou avec la famille dessus. Donc Utocat, c'est lui, il travaille dans la legal tech et la reg tech, donc il travaille pour les grands groupes de banques, pour les grands groupes d'assurance. Il propose pas des tokens, mais il propose que de la blockchain donc il y a un côté comment ça s'appelle de conformité qui est très très important par rapport à ce qu'il fait dessus. Au centre, évidemment, le chiffre qu'on adore tous, 10 000, comme on l'aime, 10 000 codeurs dans le cœur. Merci Douglas. Et à droite, c'est la partie en Tunisie qui fait du smart energy. Donc, il utilise en fait des panneaux solaires qui est géré par des blockchains et qui fait une économie circulaire en tout cas, et ce qu'on appelle un win-win équilibré. Tu as deux maisons, il y en a une qui consomme plus et une qui consomme moins. Et ben en fait, dans leur consommation générale de la journée, il y en a un qui va payer ceci, l'autre qui va payer cela. Voilà, on revient avec une nouvelle économie circulaire en tout cas, et qui est mieux distribuée directement. Et
Donc c'est le projet qui s'appelle Latency, géré par Mohamed Nif, extraordinaire, qui sera là aussi également au Smart Summit. Et en bas à gauche, ça c'est vraiment une sommité pour moi, c'est le Master Yoda, le maître Yoda de la crypto. Ah ouais, c'est vraiment lui. Hein. C'est qui? C'est Eric Larchevêque? Non, pas du tout, non, pas du tout. C'est monsieur Frédéric Ocana, qui bosse déjà dans la cybersécurité, donc un high level pour un gros système bancaire, en tout cas français, dessus. Je vais pas donner le nom. Et il a un site, parce que c'est un grand passionné dessus, super technique et high level. Et il a créé une espèce de blog et de page et de réseau, en tout cas, qui s'appelle Mister Crypto, Monsieur Crypto. Et voilà, il donne de la très bonne information, en tout cas. Voilà. Autant pour la sécurité, parce que pour lui, c'est évidemment crucial, puisque on parle d'argent. Évidemment, dans les cryptos, on parle surtout d'argent, donc c'est comment conserver, comment sécuriser ses fonds, sécuriser son investissement ou ses quelques cryptos pour les prochaines années. Donc voilà. Donc 10 000. Voilà. Là, on revient un petit peu encore dans le turfu, mon Guy. Ouais, on est dans les vraies applications du truc, quoi. Ouais, mais non, mais c'est pareil. On parle des choses que tu me crois pas encore au caisse, mais voilà, c'est des choses qui sont là. Il y en a pas 10 000 pour l'instant. C'est pas tous les pays qui ont ça. Mais voilà, grâce aux drones, on peut en fait optimiser l'agriculture. Tu vas prendre un champ pour utiliser des fraises, des épinards ou de la salade. En fait, le drone va avoir plusieurs rôles. Un drone de surveillance déjà, c'est-à-dire qu'il va pouvoir analyser en temps réel s'il y a une maladie, pouvoir donner l'information comment la traiter. Il va pouvoir régler ou optimiser ou vérifier en tout cas les taux d'humidité, si les plantes elles ont assez à boire, si elles ont assez à manger, si les nutriments sont bien distribués, etc. Et ça, c'est géré par l'IA également aussi. Donc, c'est un fonctionnement, je veux dire, comment ça s'appelle, très digital évidemment, qui va pouvoir gérer plusieurs fonctions autour de l'agriculture. Donc ça, c'est très bien, par exemple, pour les pays où ils sont en manque de sécheresse, où il y en a où ils ont trop d'eau, etc. Et en fait, on va créer un écosystème qui va être autogéré par rapport à ça. Alors, je sais que tu vas me dire, oui, mais ça veut dire que s'il y a des drones et l'IA, ça veut dire qu'il n'y a plus de boulot. Mais non, les enfants, c'est pas ça. C'est des nouveaux boulots. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'ai pas ramassé des pommes, j'ai pas ramassé des trucs comme ça, mais moi j'ai travaillé dans le vin et franchement j'ai fait des vendanges, je me suis cassé le dos. Donc j'ai pas aimé du tout. J'adore le vin, j'ai fait dans le vin, mais moi faire des vendanges ça me plaît pas. Je me suis dit voilà, il pleuvait au mois d'octobre, il pleuvait, j'avais des bottes et tout, il caillait, j'avais les doigts. J'arrivais de la Réunion, j'avais les doigts, ils étaient bleus et tout. J'ai vraiment souffert, j'ai pas aimé du tout. Donc je comprends très bien que le métier d'ignorant, c'est un métier, c'est comme les agriculteurs. Je respecte, hein, c'est vraiment des métiers très difficiles. Mais si on peut avoir un support, on peut avoir une aide en tout cas qui va pouvoir optimiser en tout cas des récoltes, qui va pouvoir optimiser les qualités de tes légumes pour manger mieux, plus sain, avec une traçabilité, encore je répète toujours, de traçabilité, l'origine en tout cas, c'est l'origine de la bouffe, ce que tu te mets dans le corps, c'est ce que tu vas te mettre dans l'esprit en même temps, quoi. Donc ça c'est très important pour pas mal de choses en tout cas, hein, dessus. Donc maintenant, les métiers qui vont peut-être disparaître à cause de l'IA ou à cause des drones, ben en fait, ces nouveaux métiers, il va falloir être un petit peu plus comme un peu plus technologique peut-être pour pouvoir toi-même gérer en fait une équipe de drones. Donc avant, tu allais peut-être te casser le dos, tu revenais avec les doigts pleins de terre, et que tu étais fatigué, que tu t'es levé à 6 heures du matin et que tu étais rentré chez toi à 20 heures. Ben maintenant, tu vas être plus dans une console, grosso modo, un endroit où il fait déjà meilleur, tranquillement. Dessus, tu prendras pas la pluie sur ta tronche. Et en plus, tu vas pouvoir gérer, grosso modo, une équipe de drones. Voilà, donc ton métier va juste, il va pas disparaître, mais va se transformer. Une nouvelle version, une nouvelle vision, un nouvel axe, en tout cas d'approche par rapport à ça. Donc Smartcast, c'est des groupes qui sont entre la Belgique et la Hollande dessus, et qui viennent proposer, on espère les faire travailler. Donc tu vois, il y a des endroits en Afrique, par exemple, où ça serait vraiment formidable d'avoir une espèce de nouvelle culture en tout cas comme ça, parce que là tu peux nourrir 100 personnes, un village entier, tu peux faire une ville de plusieurs millions d'habitants si tu mets des principes en tout cas d'agriculture, d'agritech comme on dit. Yes. Et toi, tu penses que tu vas me dire que ces profils-là, ces métiers, du moins ceux qui sont impliqués, le plus important, c'est de se réadapter ou de se former à ces nouveaux. Même si ce sont des personnes qui ne sont pas forcément tech, est-ce que tu penses Bien que sûr. la transition pourra se faire pareil que pour, je ne sais pas, le meilleur exemple, pour quelqu'un, par exemple, qui avait l'habitude d'avoir des bleus et tout, quel serait peut-être le temps combien de temps ça demanderait de se réadapter, de se transformer, de se former à ces nouvelles technologies-là qui ne sont pas forcément ce à quoi il s'est formé à la base?
Ouais, bah, c'est un apprentissage, ça va dépendre surtout j'ai envie de dire de l'individu, hein. S'il a une faculté à apprendre, s'il met 6 mois, 2 ans ou 3 ans à apprendre ou 10 ans à apprendre une nouvelle technologie, un nouveau métier, surtout, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça, quoi. Si l'agriculteur, il a déjà une base, ça veut dire qu'il est habitué à avoir sa salade poussée, à avoir ses légumes avec des rythmes de saison, etc. Il a déjà un bagage, le gars, il a déjà une expérience, déjà. Il sait comment ça marche un champ, le taux d'humidité, quand ça a soif, pas soif, une plante. Ça, le mec, il est vraiment dedans, c'est son boulot, quoi. Maintenant, il va falloir qu'il rapprenne, en tout cas, il faut qu'il apprenne, en tout cas, comment utiliser ces nouveaux outils pour pouvoir l'appliquer, en tout cas, dans son cœur de métier, quoi, dessus. Donc maintenant, ça va être plutôt par rapport aux individus, combien de temps il va mettre pour apprendre. Ce que fait exactement, ce que propose Douglas et 10 000 codeurs, hein, et il permet en tout cas à des jeunes qui n'ont pas forcément même des fois l'internet à la maison facilement, mais il permet en tout cas de pouvoir créer peut-être des centres en tout cas ou des lieux où les gens peuvent venir se former ou à distance, ou à travers des grands frères, et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est que la possibilité, l'opportunité de pouvoir en fait créer cette nouvelle capacité à apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça le vrai enjeu, parce que la révolution de la robotique, de l'IA va arriver. On va perdre peut-être 10 millions d'emplois, mais qui dit pas qu'en 2030, il y aura peut-être 100 millions d'emplois qui ont été créés, justement, et des nouveaux métiers. Je te parle juste un petit exemple. Il y a 5 ans ou 10 ans, personne ne savait c'était quoi un community manager. C'est quoi ce métier de nouveau quelqu'un? Qui On connaît? a, on a- on a- on a parlé longuement de ça avec Anissé Neumani de Beamster, qui il a une agence actuellement où il forme plein de community managers. On a parlé longuement de ça, de ce nouveau métier-là qui aujourd'hui, ne serait-ce que si tu as un souci avec ton community manager, il peut faire du sale parce que c'est lui qui représente directement l'entreprise. Ouais, c'est pour montrer à quel point c'est important. Voilà, alors, un autre exemple un peu plus lointain. Alors pourquoi l'industrie automobile, on va pas les faire chier, alors que le métier de maréchal ferrant, en 1900, il y avait des mecs qui prenaient des chevaux, ils leur mettaient des fers et ils faisaient ça, c'était un métier. Ce métier il a disparu grâce à la locomotive et l'industriel. Ça n'existe plus Ouais, ces ouais. métiers-là. Et ben maintenant, alors pourquoi maintenant il y a des garagistes, des spécialisés en voiture autonome et des spécialistes de type de voiture et qu'il y a des concessionnaires partout et tout. Voilà, il y a un métier qui a disparu, mais il y a le métier de concessionnaire et de garagiste qui existait. Ah ben là, on est dans la même révolution. Le métier d'agriculteur, il sera plus le même, ou ce type de métier sera plus le même. Mais par contre, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Donc on pense à 80% dans les 10-20 prochaines années, il y a 80% des métiers qui sont pas créés, qui n'existent même pas encore maintenant. L'exemple du community manager. Voilà. Si on se Yes. revoit en 2030, Guy dans la Smart City avec Douglas et toute l'équipe de 10 000 codeurs, peut-être qu'on fera chacun des métiers différents que ce qu'on fait maintenant en 2020, par exemple, où on a formé des gens à des nouveaux métiers. C'est un super exemple que tu as pris avec les community managers. Et le Euh, maréchal Ferrand. Et le maréchal Ferrand, ouais, je ouais, tiens. effectivement. C'est un, parallèle. un peu, un peu jeune peut-être, mais Les c'est films, là, il y a idéal. des films les films de l'avant-guerre, là, et c'est intéressant tout ça. On va voir la suite, là, French Ecosystem 2015-2020. Ouais, voilà, ça c'est vraiment les entreprises françaises avec qui je suis. Là, on a vraiment en plus quatre entreprises vraiment différentes. Donc Equisafe, qui est une startup française qui fait de l'immobilier, donc du real estate, voilà, qui permet de pouvoir accéder en tout cas aux investisseurs et surtout aux particuliers, j'ai envie de dire, de pouvoir accéder à la propriété en 3 clics. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, comme les start-upers, par exemple, les startups, par exemple, ou les freelance, ils peuvent pas accéder à un crédit, ils peuvent pas acheter de maison. Pourtant, ils ont quand même des fonds, ça n'empêche pas, ils ont quand même des salaires, ils ont quand même des fonds. Mais ils n'ont pas les fameux codes que le système bancaire te Les demande pour avoir trois un mois de crédit. salaire, C'est tout ça, ouais. exactement les CDI, les machins, c'est une vraie galère pour ces gens-là. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils se prennent quand même des sous par mois, qu'ils travaillent, qu'ils sont réguliers, qu'ils paient leurs factures, leurs taxes et compagnie. Ça n'empêche pas. Mais sauf qu'ils ne rentrent pas dans ce fameux cadre de demande de crédit parce que la banque elle demande ça, quel type de papier. Et ça, c'est vraiment regrettable. Et ben, grâce à des systèmes comme ça, grâce à la blockchain justement et ces nouveaux tokens, en tout cas, cette nouvelle économie, bah, ça permet à ce type de personnes de pouvoir venir être propriétaire maintenant d'une partie d'un immeuble ou d'une partie d'une société qui détient des immeubles. Voilà, un peu comme des SCPI, grosso modo. Ça, c'est vraiment une vraie révolution aussi, quoi. Ça, pareil, c'est des métiers qui n'existent pas. T'imaginais pas qu'il y a quelques années en arrière, toi, en tant que freelance, tu pouvais investir 10 euros en étant copropriétaire, je fais petit par guillemets, hein. Tu peux être copropriétaire d'un immeuble à Paris ou d'une maison à La Réunion, par exemple, quoi. Donc ça, c'est vraiment très Effectivement, puissant, quoi. c'est pour ça que je parlais d'immobilier tokenisé. Ouais. Et même les SCPI a souvent un risque là. L'avantage justement avec le tiers de confiance qu'est la blockchain, c'est que ce petit bout d'immobilier que tu possèdes, c'est quelque chose qui a été validé par
tout l'écosystème d'ordinateurs, Réseau, ouais. le réseau de la blockchain. C'est super, super intéressant et vraiment, c'est… Et tu peux le donner à tes enfants et tu pourras le faire un don, tu pourras faire ce que tu veux, l'échanger un dimanche après-midi si tu veux, un jour férié, un 1er mai si c'est fermé, c'est pas grave, tu peux quand même échanger ton token de propriété à quelqu'un ou tu peux le donner à quelqu'un quand tu veux, tu peux le léguer parce que ce qu'on appelle c'est de l'argent programmable, programme monnaie, tu peux le programmer à travers ce fameux contrat smart contract, tu peux le programmer du genre dans 30 ans, je souhaite donner ce token-là, par exemple, à mon fils ou à ma femme ou à mes petits-enfants aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est une nouvelle forme. Et sans passer par un notaire, en espérant que le notaire, ils sont pas morts ou ils sont pas barrés avec la caisse et compagnie. Donc, tu as aussi une garantie que le notaire, quelque part, c'était un petit peu comme le tiers de confiance. Or, la technologie vient justement disruper cette partie, ce travail qui était fait par le notaire. On n'a plus forcément besoin d'eux. Voilà, je dis pas qu'ils, c'est pareil. Eux, ils risquent leur métier. Tu sais, je peux parler du commandant de bord d'avion. Autant que je peux parler d'un peintre, par exemple, le mec, un menuisier à notre époque, les 10 prochaines années, autre exemple, un menuisier a plus de chances d'avoir gardé son travail. Je parle un vrai menuisier d'art, hein, je parle pas un mec qui fait des cuisines à la chaîne, hein, je parle pas de cela, hein, ça c'est process automatisé, les robots vont récupérer ça. Mais un vrai spécialiste, un mec qui s'est vraiment touché vraiment le bois, un vrai menuisier, un ébénisterie, etc., qui touche vraiment à ça, lui, il a plus de chances de garder son emploi que le commandant de bord. Commandant de bord, mon gars, il va dégager et c'est des avions autonomes qui vont nous déplacer. Hein. C'est fini, ça, c'est pareil. Donc, tu vois, c'est pas question de métier ou de salaire ou de hiérarchie, ça n'a rien à voir. C'est question de qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qui peut être remplacé par ton emploi peut être remplacé par un robot. C'est ça le vrai enjeu et la vraie conscience qu'il faut prendre. À droite, c'est l'aérotech, ça c'est le pôle aéronautique qui est à la capitale à Saint-Denis, qui est en train de créer justement un nouvel aéroport ultra connecté avec un centre intérieur où on peut proposer des projets un petit peu comme un incubateur lab dessus et qui veulent ramener ici à la Réunion un des premiers simulateurs de vol sur la planète. Il y en a 6 sur la planète, il y en a un qui est à la Réunion. Ils proposent un centre de maintenance, un grand centre de formation également autour de l'aéroport, de ce qu'on fait. Et moi, je suis venu avec mon petit drapeau des drones taxi en disant un aéroport sans drone taxi, ça n'existe pas. Il vous en faut un. Et je dis, ouais, on va réfléchir, c'est pas mal ce que tu dis, ce que c'est. Ouais, mais ça peut se faire. Donc voilà, ça c'est l'aérotech à Saint-Denis. Dessus, en bas à gauche, c'est le BC Diplômal, donc la certification des diplômes, où c'est les spécialistes du diplôme qui ont travaillé dans pas mal d'universités en France, l'EM Lyon, il y a une de Nantes, au Canada également et compagnie, et qui sont vraiment les big boss, les spécialistes de la certification des diplômes dessus. En bas, le petit drapeau, en bas, c'est la ville de Saint-Pierre, hein, c'est une ville qui est dans le sud de la Réunion, qui a, avec Blockchain Partner, en fait, on est en contact avec eux pour essayer de cadastrer, en tout cas, l'urbanisation d'une mairie. C'est-à-dire qu'une mairie a des cadastres hein, pour urbaniser des bureaux, par exemple, ou une nouvelle école, une nouvelle bibliothèque, en fait. Et grâce à la blockchain, en fait, et les permis de construire, et l'urbanisation, et le cadastre, on peut blockchainiser tout ça. Yes. On en a parlé un petit peu sur le podcast 10 000 codeurs, beaucoup plus sur pour le continent africain, le fait qu'il y ait toujours des terrains et tout. Ce serait super, super intéressant. Ça tue la partie corruption, tiers de confiance. Complètement. C'est une vraie valeur. Comme tu dis, ouais, ma maison, moi, elle était du cocotier là, à l'autre cocotier, ou elle était du pied de manioc au pied de bananier. Non, mais ça, c'était bien. Ou ça, c'est à mon frère. Mais si, je lui avais dit qu'un soir, quand j'étais bourré, je lui avais dit que je filais mon terrain. Ça marche plus, ça marche plus, ça. Donc, il y a un adage qu'on dit dans ces nouvelles technologies, c'est don't trust, verify. Et the code is law. Voilà. Donc, pour traduction, c'est on veut plus avoir confiance, on veut vérifier maintenant. C'est ça le vrai enjeu, de la vraie confiance, la nouvelle confiance qu'on parlait tout à l'heure. Également, c'est quoi cette nouvelle confiance à travers la blockchain? C'est qu'on a une nouvelle approche, en tout cas, de la confiance. Ça, c'est très important. Et le code, c'est la loi. The code is law. Une fois qu'un code, c'est du code informatique, tu peux pas y toucher. Une fois qu'il a été mis en place, il a été écrit. Normalement, si tu reviens dessus, ça veut dire que t'es un peu gâté, quoi. Voilà, c'est pas bien. Donc, le code, c'est la loi, quoi. Yes. Oh, là, c'est là où notre ami Ifriki. Est-ce qu'il est dans le chat là? Attends, un petit peu. Je sais plus s'il est dans le chat. Dans le coin? C'est lui qui doit toujours nous suivre là. Donc, j'imagine que c'est peut-être il y avait déjà ça en coulisses et le fait de l'avoir rencontré, ça a un petit peu accéléré le truc, quoi. Ouais, même beaucoup plus. Hein. J'étais loin d'imaginer que. C'est le côté accessible en fait qui m'a plu vraiment chez Friki, c'est que c'est ce domaine très spatial, tu vois, très grandes écoles, très background technique, tu vois, c'était presque intouchable dans des grandes NASA, tu vois, dans des grands centres militaires et compagnie. Lui avec son approche en tout cas et ces fameux nanosatellites, en fait, il arrive à amener ça en tout cas
pour des gens simples comme moi en tout cas. Et c'est très très compréhensible. Et surtout, c'est pareil, c'est un enjeu au niveau de l'emploi qui est juste incroyable. C'est pas forcément, voilà, il faut pas avoir au moins un grand niveau technique en tout cas pas pour travailler dans les nanosatellites, mais en tout cas pour venir rentrer un premier pas dans le monde des nanosatellites et le monde un petit peu du spatial. Voilà, c'est des nouveaux systèmes en fait qui font que c'est des high level ceux qui sont vraiment dedans. Mais en tout cas, tu peux, avec une vraie passion, un peu d'ambition, je pense que tu peux quand même apprendre des choses très intéressantes et avoir, parce qu'il y a différents niveaux, donc différents accès dessus. Hein. Il y a la partie commerciale, il y a la partie technique, il y a la partie fabrication, il y a la partie même vestimentaire. Les nanosatellites, on parle aussi un petit peu du spatial. Tu peux créer une nouvelle matière, tu peux créer des nouveaux outils, en tout cas, une nouvelle approche, une nouvelle vision par rapport à ça, puisque il y a un grand enjeu, évidemment, c'est d'aller planter en fait des habitacles, en tout cas des lieux d'habitation sur la Lune et sur Mars d'ici par une dizaine d'années, si vous avez entendu parler. Donc autant on revient dans l'agriculture, les drones que je te parlais tout à l'heure, c'est que grâce à un système comme ça, peut-être que pour l'espèce humaine, on ira sur Mars et grâce à ce système géré par des drones, et on pourra avoir des salades et de la laitue sur Mars ou sur la Lune d'ici 10 ans ou 20 ans, grosso modo. Quoi. Et les nanosatellites sont très intéressants. Il m'a fait 2-3 exemples, par exemple, pour surveiller la Réunion, par exemple, s'il y a un tsunami, s'il y a un cyclone, on est sur une île où il y a beaucoup de cyclones chaque année. Donc, le nanosatellite pourrait nous prévenir, en tout cas en temps réel, dessus, hein, connecté même sur notre téléphone, à l'approche d'un cyclone, par exemple, ou la force d'un cyclone. S'il y a trop de sécheresse dans un lieu, on a une grosse analyse, en tout cas, autour de ça. Quoi. Et c'est du délire parce que ça fait 20 cm comme ça, et c'est une puissance comme nos téléphones, comme la puissance de nos téléphones, en tout cas dans notre poche. Quoi. On a la même technologie dans nos poches que, comme on dit, que les ordinateurs de la NASA en 70. Quoi. Voilà, Yes. ça c'est super intéressant, super intéressant. Et tu dis, Ifriki sera là, non, pour le Smart Summit du 22? Bien sûr. Ouais, le dimanche matin, juste après, on fait une partie drone, on fait une partie nanosatellite et on fait une partie spatiale également toute la matinée. Et donc là, c'est pareil, on invite même les familles à venir avec les enfants, venir voir les présentations de drones, ce qui se fait en drone, ce qui se fait un peu dans le spatial, et ils expliquent ça assez simplement, Yes. on peut dire. Donc, on est arrivé à la fin de nos différentes slides qu'on avait à partager. Moi, je te remercie franchement pour ton temps, pour avoir pris le temps d'éplucher un petit peu ces différents éléments-là. Peut-être 2-3 questions avant qu'on ne se sépare. C'est quoi ton obsession aujourd'hui, Marc? Tokeniser la réunion. Voilà, ça c'est faire la tokenisation en moins en premier essai en tant que laboratoire, parce que la Réunion on est vraiment un laboratoire d'essai en tout cas, parce qu'on a plusieurs nationalités, plusieurs types de personnes qui sont là. On a un département très jeune et très bien connecté, fibré. Ça c'est un premier point. Il y a des très bonnes universités. On a un grand département mine de rien. C'est de pouvoir amener en tout cas, c'est de pas être dans le passé justement, de pas rester au Minitel. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est que la Réunion ou l'océan Indien, on veut plus du Minitel, on veut l'Internet, nous, c'est bon, on veut du Google, nous, on veut plus du Minitel. Donc voilà, c'est de pouvoir amener cette technologie et ne pas être dépassé par ce qui va se passer, parce que tu as compris que ça va très très vite, ça va aller de plus en plus vite, ça va être exponentiel, et que ce qu'on va vivre là, les 10 prochaines années, c'est ce qu'on a vécu les 30 dernières années. L'Internet, la radio a mis 60, 50, 60 ans avant de se mettre en place. La télévision a mis 30, 40 ans. Le téléphone, il a mis 20 ans. L'Internet, 30 ans. Et là, ce qui arrive là sur plusieurs technologies, ça va se faire en 10 ans. Quoi. On va se prendre une claque au niveau technologique. Tout le monde, hein, jeune, moins jeune, ça va être un concentré de tout ce qu'on a fait depuis la dernière révolution industrielle. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la 4e révolution industrielle. On est dans le hashtag IR, Industrial Revolution 4. C'est qu'il faut pas passer le cap, il faut pas zapper ça en disant j'aime pas les robots, j'aime pas l'IA, j'ai peur des drones, je vais tuer des drones. Non, c'est pas comme ça. Il faut prendre la technologie, la comprendre et voir ça sous un autre angle. Et au moins, on reste enthousiaste, positif, et avec des grosses possibilités pour chacun, quoi, avec un meilleur équilibre. C'est ce que j'imagine et c'est ce que je souhaite en tout cas. Yes. Et pour rester au niveau de token asset, c'est quoi à peu près la vision à moyen long terme? Moi, ce que je voudrais, c'est de créer comment ça s'appelle, un bridge, un gap, un pont entre les projets de Smart City. Voilà. Moi, à travers l'Afrique de l'Est qui me plaît beaucoup, donc c'est vraiment la Réunion, l'océan Indien, parce qu'on est en train de créer nos Smart City et de pouvoir te connecter, en tout cas échanger nos idées, échanger nos projets, échanger nos technologies entre les divers Smart City. Voilà, c'est comme si je pense que tout le monde a vu Star Wars, et quand tu demandes de Star Wars, tu vois, ils ont chacun un petit peu des planètes différentes, et chacun un nez différent, une spécialité différente, ou spécialisé en ça, ou spécialisé en ça. Et c'est en ayant chacun nos spécialités, notre expertise, en étant connectés évidemment,
c'est là qu'on va pouvoir durer en tout cas. Voilà, c'est comme dans le monde de la nature, hein, grosso modo. Toi, l'arbre il pousse, l'arbre il vient d'une graine, l'arbre il pousse, les feuilles à une saison, bah, elles ont fait leurs fruits et compagnie, elles tombent, bah, elles servent d'humus à des champignons, elles servent aux fourmis à se nourrir, et les fourmis, bah, hop, ça va sous la terre, les asticots viennent derrière, et c'est ça, cet écosystème, et c'est là qu'on va être résilient et durable dans le fond. Donc à travers les smart cities, Économie circulaire, j'ai Bertrand tout à fait. Fauffet. C'est un thème qui est cher à lui, Bertrand Fauffet de Django, qui parle de ça tout le temps, économie circulaire, pour maîtriser la chaîne complète de valeur. Donc, c'est quoi ta pire nuit blanche, Marc? Ah, depuis hier, depuis que le site il veut pas sortir, le site de Smart Summit et que je suis en retard. Aïe, 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 malheur. Tu fais le site ou c'est ton collaborateur? Non, c'est pas moi, ouais, c'est l'équipe qui font ça. Ouais. Moi, je suis là pour donner les indications et la Smart Summit. Non, mais je dors pas beaucoup déjà en général. Je suis pas du tout un fan de la grasse matinée. C'est pas mon délire de rester dans la grasse matinée. Squatter au lit, ça m'énerve. Je dors pas beaucoup, 6 heures, 8 heures déjà. J'ai toujours le cerveau qui tourne tout le temps. Ça, c'est un des problèmes dessus. Non, ma dernière nuit blanche, non, je me souviens pas. À part quand je fais la fête. Ça, c'est géré. C'est géré, ça va. Yes. Donc, on rappelle, Smart Summit, c'est le 22, 23, 24 mai. Et tu nous briefes un petit peu dessus, même si tu es un petit peu teasé par rapport à la virtual reality et nanosatellite et tout, tu nous briefes un petit peu. C'est gratuit, hein, on rappelle, c'est gratos, c'est ouvert à tout le monde. Ouais, on invite surtout aussi justement les familles à venir. Alors, il y a des choses très techniques, très développeurs et compagnie, c'est clair. Mais en plus, c'est un événement en fait qui se fait sur 3 jours, avec chaque demi-journée, matinée, après-midi, avec des thèmes dessus qui concernent les smart technologies, justement tout ce qui est en train de se créer, tout ce qui va se créer justement autour des smart technologies. Donc voilà, et le vendredi, on peut voir de la smart énergie, hein, comment on utilise la chaleur, les énergies dans le monde des nouvelles technologies. Le vendredi après-midi, c'est plutôt la partie un petit peu legal tech. Hein, tu viens apprendre un petit peu ce que c'est les lois, tu viens apprendre un peu quelles sont les lois dans ces types de blockchain dans une entreprise, par exemple, etc. Donc c'est un peu plus technique dessus. Le samedi matin, c'est la partie biomimétisme. Donc j'invite tous les jeunes, tous les enfants à venir. Il y a du boulot, il y a des idées, il y a des choses vraiment incroyables à venir découvrir. Tu peux venir en famille voir les ailes du papillon, le martin pêcheur, la peau de requin, l'araignée et tout. C'est pas en vrai, hein, ça sera des conférences dessus. Voilà, le samedi après-midi, c'est plutôt la partie développement, blockchain développeur dessus. Le dimanche matin, c'est toute la partie drone, aviation, nanosatellite, spatial et tout, très passionnant. Pareil, tu peux venir comme les enfants, tu peux venir voir un peu ce qui se passe dans les étoiles et qu'est-ce qui va se faire dans les étoiles. Et le dimanche après-midi, c'est la partie des différents secteurs, des différents métiers autour de la blockchain, donc la tokenisation. Donc il y a l'immobilier, il y aura du sport, un projet qui arrive de Corse également, cryptosport. Voilà, il y a de l'hôtellerie avec BTU Protocol. Voilà, il y a pas mal de choses. Et le dimanche soir, il y a la VR avec la discothèque. Tu peux venir à la discothèque. Donc je veux dire, ça peut être de 7 ans, grosso modo, jusqu'à 700 ans. Tu peux venir à tous les âges, venir profiter un petit peu dessus. C'est des conférences qui sont gratuites. Pour quasiment pour la plupart. Et puis après, si tu veux vraiment faire du business to business, plus professionnellement, bah il y a un accès qui coûte vraiment pas cher, qui est de 10 € pour tout le week-end, où tu peux voilà, acheter un jeton à 10 € et venir faire du business, venir avec ton CV. Tu peux venir avec ton CV si les drones t'intéressent. Tu peux venir avec ton CV si donc un QR code, hein, maintenant, comme on dit, un open badge. Tu peux venir travailler dans la nature. Si tu veux être développeur, tu vas pouvoir voilà venir même avec ton CV, découvrir des choses, apprendre. Ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Tu vois, venir échanger de la connaissance, venir échanger du networking, du réseau, avec un focus assez entreprise, hein, c'est sûr. Hein, donc boulot, entreprise, emploi. C'est un petit peu l'idée du Smart Summit et c'est le premier qu'on fait à la Réunion. C'est pour ça qu'on a ce petit logo qui est vraiment la Réunion avec un cerveau au milieu. C'est vraiment le rendez-vous de la réunion des experts et des cerveaux qu'on veut mettre ici en avant. Est-ce que tu aurais un lien à partager comme ça pour… Il y a le site internet qui est sorti ce matin, justement le site internet qui est sorti ce matin, smartsummit.oi.re. RE, c'est pour la réunion. Je mets son commentaire direct, c'est Smart Summit. Ouais, tu as le lien smartsummit.oi.re. Et je l'ai mis pareil sur les réseaux ce matin. Donc on a des médias un petit peu partout, on a surtout on a 30 conférenciers qui viennent, hein, enfin qui viennent de chez eux, mais bon qui seront là en tout cas. Ça va parler français, ça va parler aussi anglais international. Il y avait un tiret entre Smart et Summit, non?
Ouais, il y a un tiret et c'est point Summit, t'as marqué toi. Faut pas Wow. que t'es malheur. Ça, c'est le concurrent, c'est celui de Maurice, ça. Qu'est-ce que tu Je peux pas supprimer. fais? Non, bah, on mettra le vrai lien. Je peux pas te le mettre là-dessus? On va Si. mettre le vrai lien. Tu pourras nous partager le vrai lien, comme ça, on va, je Ah, vais bien attends. modifier au niveau de la description. Ouais, Voilà. attends, je peux le mettre dans le chat, là, de toute façon, non? Oui, tu peux mettre dans le chat, comme ça, je Ah, bah voilà, regarde, impeccable. Ouais. Donc Smart, c'est vraiment le côté justement intelligent, justement intelligent et durable dessus. Summit, bah, ça veut dire c'est un sommet, hein, c'est un salon, donc c'est vraiment le salon intelligent comme la Smart City ou la Smart Island. Là, on fait un Smart Summit. Donc on réunit voilà, tous les esprits qui ont un bon mindset smart pour qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse travailler sur du long terme et en partageant nos idées, partageant nos skills et knowledge, comme on dit, hein, nos compétences et nos connaissances dans un même lieu. Alors pour l'instant, il est uniquement on l'a décalé hein, depuis février, on a dû le déplacer en tout cas parce qu'il devait se faire en physique ici à la Réunion. On l'a déplacé à cause de ce qui s'est passé ces derniers mois dessus. Donc on va le faire en trois étapes. Hein. On le fait en mode Smart Summit en premier essai là dans 2 semaines déjà pour qu'on puisse voilà, présenter un petit peu de tout le monde. On le fera au mois d'octobre pour une version complètement VR. Voilà, où tu pourras venir avec un casque, voilà, qu'on va mettre en place et toute l'animation va se faire en réalité virtuelle. Et si ça marche bien et que d'ici fin d'année, on arrive à avoir une situation, on va dire, un peu plus générale et sanitaire et commerciale un petit peu pas trop pénible, on va dire, bah, on espère le faire pour 2021. Voilà, où là, on invitera tous les experts à venir ici à La Réunion pour pareil, pour 3, 4, 5 jours venir exposer, venir rencontrer et ce qui se fait pour les 10 prochaines années. Voilà, là c'est un petit peu la proposition de taf. Top. Merci, Marc. On t'écrit sur LinkedIn. Plaisir, C'est Game. le meilleur moyen de te contacter. Est-ce qu'on t'écrit sur Ouais, LinkedIn, notre plateforme? ouais, principalement parce que ça reste très professionnel. C'est là qu'on se rencontre dessus. Il y a tout Token Asset sur LinkedIn ou après Facebook et Twitter aussi. J'utilise aussi Mhm. également. Le WhatsApp parce qu'on téléphone à l'étranger, que c'est bien WhatsApp, ça coûte pas cher, même pas du tout. Donc voilà, on fait de la vidéo, etc. Puis après on a une plateforme aussi qu'on va mettre en place là justement de plus en plus qui s'appelle Eventizer. C'est toute la logistique qui va faire en fait. Il est spécialiste du congrès celui-ci et il va nous faire vraiment un congrès complètement digitalisé où vous pouvez venir, par exemple si une famille ou une personne veut venir participer à, à la conférence sur l'intelligence artificielle ou sur les drones ou sur nos satellites, il pourra avoir sur son téléphone une certification comme quoi il a bien passé 1 heure lors d'une conférence dessus. Donc c'est un petit skill supplémentaire. Donc c'est ce qu'on va essayer de pouvoir développer, ces fameux open badge. Donc c'est des cartes de visite, en tout cas des micro-certifications comme on appelle. Et chacun pourra, au fur et à mesure des niveaux de compétences, pouvoir acquérir 1 heure de compétences ici, 4 heures ici, 3 semaines là, 3 mois ici. Et au lieu d'avoir un seul diplôme général, eh ben on casse tout ça, on disrupte tout ça, et tu auras des micro-certifications à chaque fois. Et ça, c'est très intéressant. C'est super intéressant. Franchement, merci, Marc. Merci pour ton partage. Avec plaisir, Gabe. Merci de m'avoir invité, surtout. Excellent. LinkedIn pour ceux qui plus pour du B2B, j'imagine. Donc rendez-vous le 22, 23 et 24 mai 4 mai, pour, 2 pour semaines, même pas. le plus gros l'un des plus gros events du mois de mai. Je te remercie franchement pour ce partage, pour la précision aussi au niveau des différents éléments que tu as partagés. Et je te dis, j'allais oublier la question traditionnelle que je pose à tous les invités, parce que ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard? En créole, je peux te le dire, c'est des merdes, comme des merdes d'azote, surtout. Un débrouillard, c'est quelqu'un. Dis en créole, il n'y a pas de traduit parce que. Ouais, non, un débrouillard, c'est quelqu'un qui arrive toujours comment ça s'appelle, dès qu'il y a une situation un peu merdique, il arrive toujours justement à en ressortir, en tout cas, à sortir un petit peu de la situation fâcheuse dans laquelle il est. Donc, ça peut être lors d'un accident, ça peut être un accident de la vie, ça peut être une erreur de jugement, etc. C'est pouvoir ressortir en tout cas d'une mauvaise situation. Voilà, par lui-même, en tout cas, voilà, réfléchir en tout cas. Donc pour moi, un débrouillard, c'est quand même une certaine intelligence, en tout cas, un bon mindset où lors d'une situation un petit peu pénible, financière ou pas, et il peut se sortir vivant en tout cas là-dedans et au mieux en tout cas, voilà, sans trop salir et s'abîmer. Je te remercie, Marc, et on a hâte de suivre tout ça. Et vous êtes tous les bienvenus. Venez sur la Smart Island, dans le Smart World. Il y a des choses à faire intéressantes et passionnantes. ciao, ciao. Merci, Mogui. Ciao, ciao.